Nous TV, une chaîne exclusive à Cogeco qui favorise l'expression locale et l'implication citoyenne. Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La Santé autrement, émission qui met en valeur les principes de la santé intégrative. Commençons aujourd'hui par expliquer qu'est-ce que c'est que la santé intégrative. La santé intégrative, c'est le fait de considérer, pour un problème de santé donné, toutes les solutions qui pourraient être appliquées, basées bien sûr sur les données probantes et l'expérience clinique. Tout ceci dans le respect et le désir de ce que la personne veut mettre en application. C'est évident, en partant de ce point, qu'on va réussir à avoir des meilleurs résultats, non seulement parce qu'on va considérer plusieurs approches qui peuvent avoir des effets synergiques, mais parce que la personne va être partie prenante des décisions et du traitement qui va être mis en place. Aujourd'hui, notre question du jour, pensez-vous que votre consommation de sucre affecte votre état d'esprit? Le sucre, j'évite le sucre, j'en prends même pas dans le café. Je ne suis pas un gars qui prend du sucre beaucoup, je fais bien attention. Ben oui, ça m'affecte. Je dirais que ça me donne un boost d'énergie. Après, comme j'ai un down, un peu comme avec l'alcool. Fait que je pense que oui, ça peut nous affecter psychologiquement. Bien, je dirais que oui, parce que des fois, quand on essaye de diminuer la consommation, bien, on le sent, là, c'est comme un peu un craving, là, comme on dit, tu le sens un peu. Là. Oui, parce que quand je mange du sucre, bien, j'ai l'impression d'être plus énervée et d'avoir plus d'énergie. Je pense qu'il s'agit que j'y goûte pour en vouloir encore. Fait que je sais que ça stimule, mais en même temps, il y a le côté négatif que je ne veux pas voir parce que j'aime trop le sucre. Puis je me fais encore des desserts. Oui, parce que si on prend trop de sucre, ça peut causer dégrader notre santé ou d'autres choses. Puis si on n'en prend pas assez aussi, ça peut avoir quelque chose sur nous. Je crois que nous savons tous qu'au cours des dernières années, la consommation de sucre a beaucoup augmenté. Mais à quel point la consommation de sucre a augmenté? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que ça pourrait être la quantité de sucre qu'une personne pourrait manger, par exemple, annuellement? L'image que vous avez à l'écran vous présente justement l'évolution de la consommation de sucre estimée pour les humains, bien sûr, depuis les années 1800. Donc, dans les années 1800, on considérait donc une personne normale consommait environ 2 kg de sucre par année. Ce 2 kg-là, la consommation annuelle est passée à 70 kg de sucre par année dans les années 2000, pour être maintenant, en fait, estimé à environ 80 kg de sucre par année par personne, donc qui va être consommé. On parle de 40 fois plus que ce qui était normalement consommé, en fait, dans les années 1800. Ce sucre-là va bien sûr avoir des impacts au niveau du poids corporel, au niveau métabolique, mais aussi au niveau de notre état d'esprit. Et aujourd'hui, pour en parler, nous aurons une experte invitée qui est une spécialiste du domaine, une neuroscientifique, auteure de plusieurs best-sellers sur la santé métabolique, Mme Sophie Rolland. Mais avant tout, allons en parler avec notre médecin de l'émission, Dr. Evelyne Bourdois-Roy. Bonjour Evelyne. Bonjour. Evelyne, quand on parle de la consommation de sucre qui peut affecter l'état d'esprit des gens, dans ton cas, comme médecin, tu as développé une expertise particulière au niveau de la santé métabolique. Est-ce que tu vois, en fait, dans ta pratique des gens où tu notes, en fait, des changements de point de vue cognitif au niveau de leur comportement? Oui, absolument. En fait, quand j'aide les gens à renverser leur maladie métabolique, par exemple le diabète de type 2, qui est une maladie de trop de sucre dans le corps, ou d'obésité, ou de syndrome métabolique, etc. Mais quand je leur enseigne à manger moins de sucre, donc faire une réduction thérapeutique des glucides, au départ, moi, je m'attendais surtout à traiter le corps et les paramètres, la pression artérielle, la glycémie sanguine, etc.
Mais finalement, quand les patients venaient en suivi, et encore aujourd'hui, quand ils viennent en suivi, ils me parlent autant des choses physiques qui vont mieux qu'ils me parlent des choses mentales ou cognitives qui vont mieux. Oh, c'est intéressant, mais comme quoi, d'un point de vue cognitif? Bien, par exemple, on me parle beaucoup de clarté mentale. On me parle beaucoup de « Wow, j'avais l'impression que j'étais dans le brouillard » ou « Je me rendais même pas compte à quel point j'étais dans le brouillard mentalement. » Puis là, c'est comme s'il y avait une lumière qui s'était allumée. On parle aussi de beaucoup moins de symptômes dépressifs, beaucoup moins d'anxiété, beaucoup plus, disons, de légèreté au niveau de l'humeur, de bien-être, de mémoire, de meilleur sommeil. Des changements qui sont positifs, en fait. Oui, puis c'est beaucoup d'indications. C'est que là, en fait, ce que tu es en train de nous dire, dans le fond, parce que, bon, il faut rappeler à nos auditeurs que si on mange trop de sucre, on va causer des problèmes métaboliques où là, ça va créer une dérive graduelle vers le diabète de type 2. C'est un processus qu'on appelle souvent le syndrome métabolique qui va se développer, qui va se mettre en place. Et là, on va se ramasser avec des gens en syndrome métabolique qui, d'un point de vue cognitif, sont dans la brume, sont moins efficaces, ont plus de tendances dépressives. Puis, étant donné que ça s'est passé graduellement, ces gens-là, ils s'en rendent pas compte. Oui, effectivement, souvent, mais là, quand tu améliores, oui, c'est ça. Puis là, quand tu améliores leur métabolisme, là, tout d'un coup, tu améliores leur santé, là, ils s'en rendent compte, puis ils se disent « Oh mon Dieu, je me rendais pas compte que j'étais rendu là », c'est ça? Oui, bien en fait, si tu me permets de reprendre une phrase célèbre de la psychiatre Dr. Georgia Ede que j'ai entendue en conférence souvent aux États-Unis. C'est une psychiatre américaine qui s'intéresse beaucoup au lien entre l'alimentation, les habitudes de vie et les problèmes de santé mentale. Et elle a déclaré en conférence, attention, ça va être choquant, que les études le démontrent clairement, la tête est attachée au corps. Et donc, si le corps est malade, la tête ne va pas de manière optimale. La tête peut devenir malade aussi. Hein? On ne peut pas s'attendre à ce que si le corps a beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, beaucoup d'inflammation, beaucoup de douleurs, une glycémie anormale, une résistance à l'insuline, on ne peut pas s'attendre à ce que la tête aille très bien et fonctionne de manière optimale. Donc, dans le fond, on ne devrait pas séparer maladie métabolique, coût en descendant et santé mentale. C'est connecté tout ça. D'ailleurs, il y a un nouveau domaine en émergence en médecine qui s'appelle la psychiatrie métabolique et qui s'intéresse justement à ça, le lien entre les maladies mentales et les maladies métaboliques. Et il y a un fort lien qui est à établir entre les deux, effectivement. Plusieurs études sont en train de sortir, ont sorti récemment, justement dans des cas, par exemple, ils ont pris des cohortes, des petites cohortes de patients. Là, on va espérer qu'il va y avoir des grosses études qui vont être faites, mais pour l'instant, des petites études ou des petites études pilotes qui ont pris des gens qui avaient de la maladie bipolaire, qui avaient de la maladie, de la schizophrénie, de la dépression, de l'anxiété. On les a amenés à réduire leurs apports en sucre, donc faire de la réduction thérapeutique des glucides, pouvant aller jusqu'à l'alimentation cétogène, mais pas nécessairement, et qui ont vu l'évolution de la maladie mentale chez ces gens-là, et les études sont très favorables jusqu'à maintenant. Fait que là, dans un esprit, justement, de santé intégrative, on pourrait, chez ces gens-là, outre la médication qu'on utilise toujours, additionner, justement, une meilleure alimentation, un rétablissement métabolique, la réduction des glucides, comme tu l'as mentionné, puis avoir des meilleurs résultats. Oui, effectivement, comme traitement adjuvant, ça serait la chose à faire. Donc, on n'arrête pas son antidépresseur, son antipsychotique ou autre traitement pharmacologique qui a été démarré par notre professionnel, par notre médecin ou notre psychiatre, mais on pourrait rajouter à ça une alimentation qui soutiendrait justement notre santé mentale davantage, parce qu'on doit le rappeler que les médicaments pour les problèmes de santé mentale, ils ont des effets secondaires importants. Puis certains de ces effets-là sont des effets directs sur le métabolisme, comme la résistance à l'insuline et le gain de poids. C'est quand même fréquent que ces gens-là prennent 20 livres, 30 livres, 40 livres, d'où l'importance d'encore plus prévenir la dysfonction métabolique en utilisant l'alimentation comme traitement adjuvant. Ah, écoute, c'est génial, j'adore ça. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton expertise. Hein. C'est vraiment un plaisir de t'avoir à l'émission. Allons maintenant en parler avec notre pharmacienne de l'émission, Mme Brigitte Marchand. Brigitte, la consommation de sucre dans la pratique des pharmaciens et pharmaciennes, dans ta pratique, on peut penser rapidement, c'est sûr que ça implique le diabète, mais c'est pas juste ça. Non, effectivement, de plus en plus, mais les gens sont sensibilisés. Hein? On sait que la consommation de sucre est beaucoup trop élevée par habitant par année. Mais c'est sûr que nous, on est confrontés vraiment avec les parents qui viennent nous voir avec les enfants, hein, tu sais, les prescriptions de déficit d'attention, hyperactivité. Et naturellement, de fil en aiguille, on aborde
l'alimentation. Et souvent, le sucre est un des propos. Oui, en fait, là, tu veux dire que, bon, tu as beaucoup de questions, c'est fréquent que vous allez avoir des questions des parents par rapport au comportement des enfants. Oui. Puis là, vous allez, bon, comme pharmacien, poser des questions sur les habitudes de vie pour essayer de comprendre à quoi ça pourrait être relié ou qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis là, bon, souvent, vous vous rendez compte que le sucre est impliqué, c'est ça? En fait, les parents nous disent, on sait que le sucre, tu sais, ça peut énerver les enfants. Fait que là, on essaie d'aborder. C'est sûr qu'on a aussi une façon d'aller délicatement, tu sais, vers les habitudes de vie, parce que souvent, c'est une cellule familiale là, qui est autour de ça. Souvent, tu te rends compte que la problématique, c'est aussi les parents, c'est ça? Oui, exactement. Tu sais, c'est comment ils font leur panier d'épicerie. Tu sais, on a une nutritionniste qui vient occasionnellement à la pharmacie. Si on voit que ça peut être un problème plus important, on va les diriger vers des consultations de professionnels qui sont vraiment formés pour accompagner ce type de problème. Mais tu sais, on sait que trop de sucre, ça va affecter le cerveau, ça va affecter la mémoire, le focus au niveau de l'attention à l'école, tu sais. Puis on a des histoires gagnantes. On sait que parfois, en changeant l'alimentation de l'enfant, moins de sucre naturellement, ça va occasionner parfois la diminution du médicament qu'il prend pour son déficit d'attention. Ah, ça m'intéresse. En fait, parlons-en un petit peu plus. Tu as vu justement des cas où en améliorant justement l'alimentation de l'enfant, puis souvent, bon, ça va être la famille au complet, on vient juste d'en parler, hein, c'est qu'en améliorant l'alimentation de la famille au complet, là, on va avoir un meilleur comportement chez l'enfant qui pourrait peut-être lui permettre d'éviter de la médication, même pour le TDAH. Hein. Ou du moins la diminuer, parce qu'on sait que, tu sais, on a toujours des incertitudes par rapport à ça, puis on préfère avoir la plus petite dose thérapeutique possible. Mais tu sais, aussi, c'est un meilleur sommeil, une meilleure relation, parce que, tu sais, un enfant qui est toujours sur le qui-vive, puis parce qu'on sait que ça active beaucoup de la dopamine, hein, trop de sucre dans le cerveau, donc c'est beaucoup dans la nervosité mobile que j'appelle, tu sais. On veut que les gens soient en vitalité, mais une vitalité qui est centrée, qui est organisée et qu'on peut... oui, c'est ça qu'on peut orienter vers l'apprentissage, tu sais. Oui, puis là, en fait, on peut même se poser des questions parce que là, tu viens de parler d'hyperactivité chez les enfants. On parle du fait qu'on consomme beaucoup de sucre. Je l'ai mentionné dans l'introduction. On parle de 40 fois plus de sucre que ce qui est possiblement normal pour un humain. Là. 40 fois, c'est énorme, là. Puis là, comme par hasard, en fait, chez les enfants, on a des régions au Québec, parce qu'on a déjà parlé du TDAH dans notre émission, on a des régions au Québec où on a jusqu'à 18-19 de diagnostics chez les enfants d'hyperactivité, pendant que quand on regarde des pays comparables, en Europe, on est entre 1 et 3 ICC. Oui. Incroyable la différence, là. Mais tu sais, même entre le Québec et d'autres provinces, j'ai fait des recherches récemment pour un autre travail, on est comme 2-3 fois plus élevé en diagnostic. Donc ça, c'est un problème au niveau éducatif, on va dire, mais ça reste Mais ça peut sous-tendre, en fait, quand même. Je ne veux pas dire que c'est nécessairement le sucre le problème, mais ça peut sous-tendre que nos habitudes de vie sont en train de, malheureusement, se dégrader, si on veut, puis que ça a des impacts au niveau des enfants. Exact. Est-ce qu'ils font beaucoup d'activités physiques? Qu'est-ce qu'ils ont autour de leur... à part l'école, tu sais, qu'est-ce que c'est leur conditionnement qu'ils reçoivent dans leur environnement au quotidien, tu sais? Mais là, Brigitte, j'adore ça, en fait, parce qu'ici, il y a un beau message pour les parents à la maison, en fait. Hein. Vous avez des problèmes avec les comportements de vos enfants. Bon, vous pensez à la médication, vous aimeriez peut-être l'éviter. Discutez-en avec votre pharmacien, votre pharmacienne. Vous voyez, un peu comme ici Mme Marchand, peut justement vous aider à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être considéré pour peut-être réduire les dosages, réduire les effets secondaires, éviter la médication même peut-être. Mais merci beaucoup, en fait. Hein, ça a été vraiment extrêmement intéressant. Allons maintenant en parler avec notre naturopathe agréé de l'émission, M. Dino Alicaz. Bonjour Dino. Bonjour Éric. Dino, la consommation de sucre, en fait, en partant dans un monde de naturopathie où ce qu'on réfère à ce qui est naturel ou ce qui ne l'est pas, c'est normal d'être attiré par le sucre. Ah, tout à fait. Je pense que quand on prend des enfants, par exemple, tout jeunes, puis qu'on leur met quelque chose de sucré sur la langue, ils nous font un beau sourire, ils sont très heureux de consommer ce genre d'aliments-là. Puis si vous faites à l'inverse, vous leur donnez quelque chose qui goûte amer, ils risquent de vous faire une belle grimace puis vous cracher dans le visage. Je pense que c'est une question
d'évolution, hein, Ouais, pour c'est la ça. survie de l'humain, de consommer des glucides, ça leur permettait une certaine forme de croissance. Puis bon, ceci dit, c'est quand même pas essentiel. Là, en fait, à une certaine époque, ça l'était, la capacité de déterminer ce qui contenait beaucoup de calories ou qui pouvait nous rassasier pour une certaine période de temps, c'était essentiel d'être capable de le faire. C'est pour ça qu'on a un attrait, en fait, envers le sucre, parce que c'était pas être capable de déterminer rapidement qu'il y a quelque chose qui peut nous nourrir. Oui, absolument. Ça, il n'y a aucun doute. Puis je dis souvent aux gens, des poisons alimentaires, ça n'existe pas vraiment à partir du moment où c'est pas quelque chose d'ultra transformé. Évidemment, le sucre blanc, il y a pas mal de transformations, mais les glucides en général ne devraient pas être toxiques. C'est toujours une question de fréquence et de quantité. Ça dépend d'où on part aussi. Tu sais, si vous avez quelqu'un qui souffre d'obésité, qui a un diabète de type 2, on peut même développer une dépendance au sucre, hein, parce que ça stimule certains neurotransmetteurs, certaines hormones, comme le sexe, comme le jeu, donc il faut se situer par rapport à ça et déterminer quel est notre besoin réel. Je vous dirais qu'en réalité, la plupart des gens qui me consultent ont des problèmes métaboliques, ont des problèmes de santé, et donc on essaie de réduire la consommation de sucre, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, en fait, c'est parce que si on reprend avec les données que j'ai montrées dans l'introduction, où on est passé au fil des dernières centaines d'années de 2 kg de consommation annuelle à 80 kg de sucre de consommation annuelle, c'est que là, actuellement, tout le monde, pratiquement tout le monde, quasiment sans exception, en consomme trop, tout simplement. Tout à fait. Puis il y en a partout. Puis ce que je trouve un peu paradoxal, c'est qu'il y a au début, il y a 200 ans, du sucre comme tel, ou même des aliments très sucrés avant ça, c'était la population qui avait beaucoup d'argent. Donc les gens riches qui en consommaient, qui souffraient parfois d'embonpoint, puis le reste de la population était plutôt mal nourri, si on veut. Aujourd'hui, le sucre est devenu une commodité absolument accessible. C'est ce qui est le moins cher. Donc quand vous regardez le panier d'épicerie, les produits transformés très, très riches en sucre, ils sont souvent les moins chers ou en tout cas plus accessibles. Et c'est malheureusement les gens qui ont les moins de moyens qui en consomment le plus d'un point de vue statistique et donc qui sont les plus malades. Évidemment, on a une population de plus en plus malade en général, mais bon, on peut quand même le constater. Mais là, tu me disais aussi, parce que, dans l'optique d'un naturopathe, on considère l'ensemble du fonctionnement de l'organisme. On parle beaucoup du lien entre le sucre et le métabolisme, mais il y a aussi le microbiote, en fait, qui serait impacté par la consommation de sucre. Absolument. Dans votre intestin, vous avez des bactéries et la grande majorité des neurotransmetteurs sont sécrétés à cet endroit-là. Donc, la sérotonine, espèce d'hormone du bonheur qui nous aide à ne pas avoir de dépression ou d'anxiété, est sécrétée beaucoup là. La consommation de sucre aura un impact sur ces bactéries, ce microbiote, qui influence cette sécrétion-là. Et donc, on peut rapidement voir que quelqu'un qui a ce qu'on appelle une dysbiose, un microbiote qui n'est pas en santé, peut avoir aussi des signes de dépression, d'anxiété, de problèmes de santé mentale. Ça rejoint le thème d'aujourd'hui au niveau de l'humeur parce que ce microbiote-là est extrêmement influencé, bien entendu, par la quantité de sucre qu'on consomme. Donc, si on consomme trop de sucre et des quantités trop fréquentes, bien, on peut se retrouver effectivement avec un microbiote qui est un peu changé et la sécrétion de certains neurotransmetteurs, par exemple, qui va affecter l'humeur des gens. Donc, ça, c'est un petit peu champ gauche, comme on dit, là, dans le sens où on n'y pense pas toujours, mais ça devient extrêmement important, particulièrement chez les enfants, mais aussi chez les adultes de tous les âges, en fait. Donc, pour affecter notre santé mentale, bien, il s'agit de dérégler des choses dans notre corps, puis pour l'améliorer, bien, c'est souvent d'améliorer quelque chose dans notre corps. Donc, il faut juste un bon équilibre. Ah, écoute, c'est tout à fait à point dans un esprit, justement, de santé intégrative et de naturopathie. Merci beaucoup, Dino. Allons maintenant en discuter avec notre experte invitée de l'émission d'aujourd'hui, Mme Sophie Rolland. Bonjour, Sophie. Bonjour. Sophie, je sais que tu es, comme neuroscientifique, une mordue de la littérature scientifique. Tu t'es beaucoup penchée sur la question des impacts du sucre sur tout le corps, en fait. Oui. Mais là, est-ce qu'on a des données, des informations sur les impacts du sucre sur l'état d'esprit? En fait, oui, tout chaud, dans la nouvelle littérature scientifique. En janvier dernier, il y a Guy Lespi et ses collaborateurs qui ont fait une méta-analyse, en fait, une revue de littérature systématique. Ils ont regardé tout ce qui avait été fait avec l'ajout de sucre dans une consommation et l'impact que ça avait sur, oui, la cognition, mais aussi la gestion de l'humeur. Et eux,
OK, parce que là, tu fais une différence. Hein? Oui, c'est intéressant. Entre... oui. Parce que souvent, bon, on parle surtout des émotions quand on parle du fonctionnement du cerveau, mais c'est pas juste ça, c'est ça? Non, non, non. En fait, ton cerveau, on en a juste un cerveau. Puis il nous sert à réfléchir, il nous sert à sonder notre environnement pour agir de façon adéquate. Il nous sert à apprendre des nouvelles choses pour mieux réagir ultérieurement. Il nous sert aussi à gérer nos émotions. Donc, oui, on a un volet apprentissage, un volet cognition, un volet gestion des émotions sur l'état d'esprit. Ah, OK. Puis là, ton étude, donc, on vient de faire une parenthèse. Oui. Ton étude a montré que, en lien avec le sucre? Oui, exactement. Eux, dans le fond, ce qu'ils voulaient voir, c'est si l'ajout de sucre dans l'alimentation, ça avait un impact sur la cognition et la gestion de l'humeur. Ils ont retenu 77 études avec des études randomisées contrôlées. Hein. On sait que c'est la meilleure... C'est une méta-analyse qu'on appelle, en fait. Oui, exactement. Revue de littérature systématique parce qu'ils ont aussi des études sur les animaux. Il y a beaucoup de données qui sont puisées là et des... méta-analyses. Exactement. Et dans eux, leur conclusion, c'est que oui, la consommation de sucre ajouté en quantité excessive, c'est ce qu'ils nomment, de manière répétée, hein, Dino Alicast nous disait que le poison était dans la dose ou dans la fréquence. Donc, et c'est quoi ça, quantité excessive? Ça nous prendrait 1 heure pour en jaser, mais il y avait aussi un autre facteur super important, c'est qu'il disait la consommation de sucre prénatal influençait non seulement la cognition de la maman, dans le cas du prénatal, mais aussi de l'enfant à naître et dans son développement. Oh boy! OK, donc, tu nous dis que autant la quantité que la fréquence est reliée au fait que clairement, il y a un impact. Absolument. Bon. Et là, il y aura un impact même chez la femme avant que l'enfant soit né. Absolument. Quand on parle d'impact, as-tu d'autres données qui nous donnent une idée du type d'impact, en fait, ou jusqu'où ça pourrait aller? En fait, ça peut ralentir au niveau des phénomènes d'apprentissage. On sait que la quantité de sucre que la maman va consommer va passer à travers la barrière placentaire, tout comme l'insuline. Et l'état de grossesse, c'est un état fondamental ou physiologique de résistance à l'insuline. Hein? La femme enceinte, elle est physiologiquement résistante à l'insuline. Ça favorise la croissance du bébé. Puis ça, c'est voulu. Mais si, en plus, la maman, elle mange beaucoup de glucides au sens large, que sa glycémie fait beaucoup de fluctuations, beaucoup de montagnes russes, que le pancréas a besoin de relâcher encore plus d'insuline, bien, tout ça fait en sorte que le bébé va évoluer dans ce bain-là. Et oui, dans la littérature, on voit que ça peut avoir des impacts. Oui, c'est intéressant. Mais je crois aussi que tu m'as parlé d'une étude qui faisait le lien entre la réaction même des gens ou la façon dont on peut évaluer même... Les émotions? Oui. Oui. Ça a été fait en 2015. Ils se sont servis de l'IRM fonctionnel, la neuroimagerie, et ils ont pris des jeunes femmes en santé, donc pas avec des défis de santé métabolique, par exemple, le syndrome métabolique, donc des jeunes femmes en santé. Et là, pendant qu'elles étaient sous l'IRM, ils ont comparé l'état à jeun. Ils leur ont demandé de faire un jeûne de 14 à 16 heures et ils leur ont donné un bolus de glucose pour provoquer une hyperglycémie. OK? Puis là, ils présentent des visages neutres, des visages souriants, des visages tristes, des visages en colère. Et là, ils regardent quelle zone du cerveau va s'allumer. Ils ont aussi demandé à ces gens-là de dire « Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une madame de bonne humeur? Est-ce que vous voyez une madame triste ou en colère? » Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que dans l'état d'hyperglycémie, non seulement c'est l'amygdale, qui est la zone du cerveau qui est associée à la connotation des émotions négatives, qui s'allumait, mais qui plus est, quand ils regardaient un visage neutre, ils disaient qu'elle était soit triste ou même en colère. Donc, au niveau de la gestion, de la perception des émotions, ça a une influence. Ça a une influence, puis là, ça aura une influence négative, ou du moins, ça aura une influence qui pourrait nous amener à avoir plus de pensées négatives en tant que telles. Donc, clairement, en fait, la consommation de sucre, de glucose a des impacts sur l'état d'esprit, le fonctionnement du cerveau. Mais rapidement, Sophie, parce que je sais aussi que dans démence, l'Alzheimer, on parle de diabète de type 3. Exactement. Il y a une implication aussi. De plus en plus dans la littérature scientifique, ça devient assez clair, le lien entre... Oui, la consommation répétée de glucides, hein, on parle de sucre ajouté, mais pour avoir un cerveau en santé, ça prend une glycémie stable. Donc, tout ce qui fait faire des montagnes russes à notre glycémie va nécessairement avoir un impact
sur différents aspects. La cognition, c'est ce qui est directement en lien avec le développement ou le risque de développer une démence. Et la consommation à l'excès ou répété de glucides est associée au développement du diabète de type 3, qui est aussi la maladie de l'Alzheimer. Ah, OK. Qui là inclut justement une résistance du cerveau à être capable de bien utiliser le glucose. Et voilà. Ah, mon Dieu. Bien, merci beaucoup d'être Avec venu nous plaisir. éclairer. C'est vraiment génial. Allons maintenant en parler en conclusion avec nos experts permanents de l'émission. Donc, en conclusion, mes experts, on fait face en fait à ce qu'on appelle régulièrement l'éléphant dans la pièce. C'est que là, c'est une évidence, c'est même complètement outrageux quand on regarde les données. On parle d'une augmentation 40 fois de la consommation de glucose, de glucides, en fait, de la population par rapport aux années 1700, en fait, à aller aujourd'hui. Ça a des conséquences, on l'a tous passé tout le monde ensemble sur le fonctionnement en tant que tel du cerveau, mais la population n'en est pas consciente, malheureusement. C'est comme si on n'en tenait pas compte actuellement. On l'a vu dans le Vox Pop, les gens n'étaient pas automatiquement, ne se sentaient pas préoccupés par le fait que le sucre peut avoir des impacts sur leur état d'esprit. Vous en pensez quoi de la situation? Nous, en tout cas, en pharmacie communautaire, c'est vraiment... ça fait presque 40 ans que je pratique. Puis c'est quand même un sujet que les gens nous abordent très fréquemment. Qu'est-ce que je fais avec mon alimentation? Je me questionne, que ce soit pour eux, les plus jeunes, ou des parents à la maison, parce que c'est multifactoriel. Mais ce qu'on dit tout le temps, c'est... On fait une révision parce que c'est dans nos standards de pratique, puis on mentionne tout le temps de diminuer la consommation de sucre. Parce que, tu sais, dans notre rôle, c'est de renseigner, orienter et d'être cohérent dans ce qu'on partage comme information. Et là, tu nous dis, en fait, il y a un intérêt de la population à entendre parler d'alimentation. Ils ont une ouverture à leur dire que la consommation de sucre est problématique. Mais est-ce qu'ils font vraiment le lien entre la question du sucre et du cerveau? Est-ce que le sucre en a besoin? Est-ce que le cerveau en a besoin du sucre? Bien, le cerveau a besoin de glucose pour fonctionner en partie. Il pourrait fonctionner avec d'autres choses, mais disons qu'en partie, il a besoin de glucose. Mais le glucose, on est capable de le fabriquer. On n'a pas besoin d'en consommer. Ça, c'est peut-être une notion qui est difficile pour la plupart des gens à comprendre. C'est pas un élément essentiel comme, par exemple, des protéines ou des gras. D'ailleurs, c'est un des problèmes, moi, que je trouve, c'est que socialement, on a augmenté notre consommation de sucre, comme tu l'as dit, mais on a réduit aussi la consommation des gras en même temps. Puis le cerveau, ça a besoin de cholestérol, même s'il y a des gens qui ont peur du cholestérol, ça a besoin de bons gras, ça a besoin de vitamines, tu sais, c'est des choses qui sont importantes. Tu viens de dire de quelque chose d'extrêmement important, là, c'est que à travers toute l'évolution qu'on a eue de l'augmentation de la croissance de la consommation de sucre, on a pointé du doigt dans les années 80, en fait, le gras comme étant problématique en disant qu'en réduisant le gras, on allait réduire les maladies cardiovasculaires. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne s'est pas avéré du tout. En fait, c'est le contraire qui est arrivé parce que le gras et le sucre, c'est les deux carburants du corps. Les protéines, le troisième macronutriment, c'est construction, réparation. C'est comme des petites briques puis du mortier. On répare, tu sais, on fait pousser les cheveux, on répare les muscles. Donc, le gras et le sucre, c'est nos deux principaux carburants. Alors, dans les années 80, quand on s'est dit « c'est le gras qui doit causer les maladies cardiovasculaires », baissons nos apports en gras. Donc, l'alimentation faible en gras est arrivée à déferler dans les années 80-90. Et donc, si on baisse un carburant, bien, il faut en augmenter un autre. Donc, toute la population en Amérique du Nord, on a augmenté nos apports en glucides, en sucre, en pain, pâte, pataterie, mais en produits transformés, en farine, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est l'explosion de l'obésité, l'explosion du diabète de type 2, l'explosion de la maladie d'Alzheimer, d'un grand nombre de cancers qui sont liés à la résistance à l'insuline, à l'hyperinsulinémie. Bref, en baissant les gras comme ça, on a forcément augmenté nos sucres et la population est beaucoup plus malade maintenant qu'elle l'était avant qu'on fasse ce gros changement alimentaire-là qui s'est fait d'abord chez les Américains puis ensuite qui a déferlé au Canada. Donc, et ça, c'est très problématique. C'est resté dans l'esprit des gens. Clairement, c'est probablement ça qui explique justement ce qu'on a vu dans le Vox Pop, c'est que les gens ne sont pas préoccupés tant que ça par la consommation de sucre. Ils ne pensent pas que ça peut être mauvais pour la santé, encore moins pour une question d'état d'esprit. Merci beaucoup pour la conclusion.
Merci à la maison d'avoir été des nôtres. C'est un grand plaisir. Je vous invite bien sûr à partager en fait avec vos amis, parler de l'émission, parler de la santé intégrative pour nous aider à faire rayonner la santé intégrative au Québec. Et soyez des nôtres la semaine prochaine. Nous parlerons de la peur de prendre des médicaments avec Dr. Catherine Bouchard. À bientôt.